Détenteur d'un baccalauréat en agronomie, option sol à l'Université Laval, Germain Lefebvre a occupé divers postes, notamment à la Coop fédérée, avant de fonder, en 1987, AgroBioControl Incorporé, une compagnie se spécialisant dans la production, la commercialisation et le développement de produits de conservation pour les récoltes et aliments du bétail. Président du Conseil québécois des plantes fourragères durant 18 ans, il est très actif dans le secteur des plantes fourragères. Il a participé à plusieurs projets, en plus d'agir à titre de conférencier et ou formateur et auteur. Il est également producteur de grandes cultures et de fourrage. OK, alors depuis les 35 dernières années, parce que ça fait même un peu plus que ça que je suis dans la production fourragère, on a 4 fois moins de producteurs laitiers, et puis on a 2 fois moins de vaches, et puis on produit autant de lait. Alors évidemment, la situation va changer au niveau, il y a beaucoup de nouvelles réalités auxquelles on doit s'adapter en fonction de ça. Évidemment, on peut en dire autant des productions bovines également, où les changements ont été importants les 30 dernières années. Des nouvelles réalités, des nouvelles connaissances également. Il y a beaucoup de nouvelles connaissances dans la conservation des fourrages. Puis, je devrais dire qu'il reste beaucoup de connaissances à acquérir également. Alors, on peut appliquer celles qu'on a atteintes, mais il en reste beaucoup à découvrir également. Il y a de nouveaux produits qui sont greffés à ces nouvelles connaissances-là, qui vous sont offerts. Et puis, évidemment, ça amène des grandes attentes de la part des producteurs qui sont dans la production animale, que ce soit laitière ou bovine. Et puis, le producteur doit faire des choix, des bons choix, d'utiliser de prendre ces connaissances-là, d'utiliser les bons produits pour en tirer un profit, évidemment. On entend parler des dernières années, les préoccupations importantes des plantes fourragères qui ont fait l'actualité, la fauche en après-midi, afin d'avoir plus de sucre dans les plantes. La récolte en un jour, un séchage plus rapide. La stabilité aérobie des ensilages et les choses dont on entend parler beaucoup. La digestibilité de la fibre également est un des aspects qu'on entend parler beaucoup. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que la stabilité aérobie est probablement le seul aspect qui regarde la conservation des fourrages à proprement parler. Les 3 autres aspects sont la qualité des fourrages, bien sûr, mais pas directement reliés à la conservation des fourrages. Alors, qu'est-ce qu'un bon ensilage? J'ai voulu mettre ici les principaux éléments. La colonne du centre donne les valeurs types pour certains aspects de la conservation, que ce soit la teneur en acide lactique, la teneur en cendre, l'humidité, etc. Je vous laisse le consulter dans le document. Il y a un élément sur lequel vous devez attirer votre attention. Les teneurs en matière sèche sont... sur la colonne de droite, j'ai demandé à certains de mes collègues de me fournir des analyses. J'ai eu 70 analyses de laboratoire qui viennent de 2014, de décembre à mars environ, donc de l'ensilage qui est stable. Et puis, j'ai essayé de faire des tableaux pour tirer au moins des lignes maîtresses. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la teneur en matière sèche est assez en ligne à 50% pour les bandes rondes. Pour l'ensilage conventionnel ou haché, 45%, c'est un peu plus haut que ce qu'on anticiperait. Je vais regarder 4 points en particulier qui me paraissent intéressants et puis pour lesquels je voudrais attirer votre attention. La teneur en cendre, d'abord. La teneur en cendre, la valeur typique, on ne devrait pas dépasser 10% de cendre. On voit ici qu'on a quand même 35% des échantillons qui ont plus de 10% de cendre. Les cendres, c'est d'indices de récolter des débris, en particulier du sol. Alors, rendu à 15% de cendre, on a vraiment un problème. Il y a quand même 3% qui sont dans cette catégorie-là. Je voudrais dire que à peu près un équivalent d'échantillons qui viennent de l'ouest de la province ou de l'est de la province. Puis on a beaucoup plus de cendres dans l'ouest de la province, avec une moyenne de 10,37 par rapport à 8,83 pour l'est de la province. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à ça, mais il est clair qu'il y a quelque chose de particulier de ce côté-là. C'est 70 analyses. Ce n'est pas des masses, mais ça donne quand même une bonne appréciation. L'azote ammoniacal, tantôt on a parlé de l'importance de l'efficacité de l'azote dans les rations, dans les fourrages.
Mais certainement que la conservation de la qualité de la protéine dans les ensilages est extrêmement importante à cet égard-là. Alors, on ne devrait pas avoir plus de 7 d'azote ammoniacal par rapport à l'azote total dans l'ensilage. Alors, on a quand même ici, de 7 à 10, on peut dire qu'on peut vivre avec ça. En haut de 10, c'est trop. Il y a certainement lieu de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour diminuer ou mieux conserver notre protéine. L'azote ammoniacal dans l'ensilage, c'est l'indice d'une dégradation de la protéine. Il y en a toujours, bien sûr, mais en bas de 10, on peut dire qu'on est quand même capable de vivre avec. Il y a peu de différences régionales dans ce cas-là. Ce que je voudrais quand même indiquer, puis la matière sèche ici, entre l'Est et l'Ouest, je vous disais tantôt que la moyenne était 45, mais entre l'Est et l'Ouest, il y a quand même une grosse différence aussi. On est beaucoup plus sec dans les échantillons qui viennent de l'Ouest de la province que ceux qui viennent de l'Est de la province. Encore une fois, je ne peux pas savoir pourquoi. Il y a peut-être un rapport avec les cendres aussi qui sont plus élevés dans l'Ouest également. J'ai mis ça là parce que, en principe, la teneur de matière sèche a un effet sur la détérioration ou dénaturation de la protéine dans l'ensilage. Alors ici, à des teneurs de matière sèche comme ça, on devrait avoir une bonne conservation de la protéine. Également avec l'acide butyrique. L'acide butyrique on ne devrait pas en avoir un ensilage. On devrait avoir 0. On a quand même 50 des échantillons qui sont OK de ce côté-là. Jusqu'à 0,25, 0,25, c'est le seuil de détection, en fait, c'est 0 ou 0,25. Alors, on peut dire qu'on est encore dans une zone sécure, mais on a quand même une proportion d'échantillons, près de 15 d'échantillons, qui ont plus de 0,5 d'acide butyrique. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler également. 15 c'est quand même sur 5 000 producteurs laitiers. Si on dit que c'est statistiquement valable, ça commence à faire du monde à la messe. Au niveau de la digestibilité de la fibre, je l'ai mis là, bien que Carole m'a permis de le mettre là, même si ce n'est pas un critère de conservation de récolte, de fourrage. On parle beaucoup de la digestibilité de la fibre depuis quelques années. Avec raison, d'ailleurs, on a vu tantôt les fourchettes de digestibilité qu'on nous proposait, 60 pour les légumineuses, 80 pour les graminées. Dans le cas ici, on voit qu'on a, la médiane est autour de 55 de digestibilité. Évidemment, il y a des légumineuses graminées mêlées à ça. N'empêche, on voit qu'on a un très grand écart où il y a de la place pour ceux qui sont à gauche de s'améliorer. C'est pas beaucoup d'effets de la fermentation proprement parlé sur la fibre. La littérature là-dessus nous dit qu'il n'y a à peu près pas d'effet lors de la fermentation. Par contre, si on a une mauvaise conservation, on peut avoir une digestibilité qui va diminuer, une enchelasse qui chauffe, qui se détériore. C'est vraiment au niveau de la régie de champ qu'on va réussir à tasser notre graphique vers la droite, à avoir 60 et plus de digestibilité de la fibre. Je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. On conserve ce qu'on a récolté. On va parler un peu d'ensilabilité, c'est-à-dire, on rentre dans le cœur du sujet, c'est quoi un bon ensilage? L'ensilabilité, c'est la facilité d'atteindre un pH de stabilité anaérobie, puis on va revenir avec ce mot-là de temps en temps, au niveau des différentes espèces. En fait, plus le taux de sucre est élevé, plus le pouvoir tampon est faible, plus c'est facile. Alors, les gras, les graminées, le lait gras en tête est plus facile à ensiler, à atteindre le pH de stabilité aérobie, alors que la luzerne est en queue de peloton à cet égard-là, pouvoir tampon élevé, teneur en sucre plus faible, nettement plus faible que, bien sûr, que le lait gras. Alors, le pH de stabilité se définit par le pH au-delà duquel Clostridium tyrobutylicum cesse de se développer en fonction de la matière sèche. Plus la matière sèche est faible, plus le pH doit descendre bas pour l'inhiber. Alors, on voit ici qu'un ensilage, disons, à 30 de matière sèche, on a besoin de 4,4, alors qu'un ensilage à 40 de matière sèche, 4,8 est suffisant. Le graphique de droite montre bien, c'est un travail qui a été fait par André Amiotte à Deschambault il y a plusieurs années. 3 teneurs en matière sèche dans des ballons enrobés. On voit que plus c'est humide, plus le pH baisse bas au début de la fermentation, jusqu'aux 40 premiers jours. Maintenant, on se rend compte que l'ensilage le plus sec là-dedans a été stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remontée de pH. Alors, on a atteint le pH de stabilité.
alors que les deux autres, on n'a pas atteint le pH de solubilité, il y a une remontée de pH. Une remontée de pH est due à l'activité des Clostridium, est due à l'activité des Clostridium qui transforme l'acide lactique en acide butyrique, qui donne les odeurs typiques. Et également, c'est un acide qui est moins acide que l'acide lactique. Alors, c'est pour ça qu'on a une remontée de pH, c'est pour ça qu'on dit que l'ensilage n'est pas stable. Alors, lors de la récolte, séchage, contamination, séchage rapide. Ici, hausseur de la fauche, 8 à 10 pouces, ce qu'on suggère. Ça permet d'avoir la récolte qui est un peu plus aérée, si on veut, qui n'est pas moins déposée sur le sol que son coupe plus court, puis évidemment, avoir un effet, aider à diminuer la contamination par le sol. Vous remarquerez que la roue du tracteur empiète un peu sur l'andin, on va en reparler tantôt de l'effet que ça peut avoir. Bien sûr que si on pouvait avoir des machines comme celle-là, ça règle le problème pas mal d'empiéter sur l'andin. L'andin du centre est plus resserré pour ne pas l'écraser, alors que les andins extérieurs peuvent être évidemment très élargis. Ils pourraient l'être davantage qu'ils sont là d'ailleurs. Pourquoi on veut un séchage rapide? Lorsqu'on fauche une plante, la respiration cellulaire continue puis s'intensifie. La plante est blessée puis elle respire rapidement, les cellules respirent rapidement. On voit sur la graphique ici que si on prend par exemple 30 de matière sèche avec 25 degrés C de température ambiante, on va perdre 0,2 de sucre par heure. C'est-à-dire que dans une journée de 10 heures, on a perdu 2 de sucre. C'est le meilleur qu'on perd évidemment à la respiration cellulaire. Alors, voilà l'importance d'avoir un séchage qui est rapide pour diminuer le phénomène de respiration cellulaire. Évidemment, ça nous permet d'ensiler plus rapidement aussi pour éviter les risques de pluie éventuellement. La contamination, c'est certainement un aspect, on l'a vu par les cendres tantôt, un aspect important de la conservation des ensilages. La terre, le fumier sont les sources autant de Clostridium que d'entérobactéries. Les plantes ne sont pas des sources de ces deux mauvais micro-organismes-là. Alors, c'est bien important, puis on voit la dégradation que ça peut avoir, quel sous-produit ces deux micro-organismes-là nous apportent. Contamination par la récolte ou des débris, bien, ça amène beaucoup ça va amener beaucoup de contamination par les mauvais micro-organismes. Ça, c'était un peu pour me soulager que j'ai mis ça ici. Ça m'agace toujours de voir des choses comme ça dans le champ. Il me semble qu'on pourrait faire un peu mieux que ça, de pas laisser de débris comme ça. Quand on roule sur les andins au moment de la fauche, bien, beaucoup plus difficile de les ramasser. Pas toujours un cas aussi important que ça, mais on voit trop souvent des débris comme ça. Quand on les ramasse à la coupe suivante, bien, c'est sûr que c'est du compost qu'on ramasse pas. Et puis, bien sûr, l'année d'après, on risque d'avoir des pissenlits en dessous où était cette récolte-là. Ici, des ballons de deuxième coupe de graminées, évidemment, attachés à la corde, quand il y a plusieurs révolutions pour attacher à la corde, bien, on perd. Dans ce cas-ci, c'est peut-être extrême, mais si on voit les débris qui sont là, bien, peut-être que le filet serait une bonne option pour diminuer les pertes à cet égard-là, mais également diminuer les débris qui s'accumulent au champ, puis qu'on va ramasser dans la fauche suivante, ça c'est sûr. Et puis des pissenlits l'année d'après. Si maintenant on arrive à l'ensilage en tant que tel, bien, on va parler un peu, je voulais montrer ici la densité, la compaction de l'ensilage, l'importance. On a un ensilage ici où une température était prise le 15 novembre, on avait 38 degrés C, on voit que la face où la reprise n'est pas de très bonne. On voit qu'il y a beaucoup de que la face est très disloquée, donc beaucoup d'infiltration d'air. Alors que la même journée, dans un autre silo couloir, on avait 20 degrés C, une face qui était très bien gérée, et puis la température en conséquence, peu d'infiltration d'air. La même journée d'automne en novembre 2012. Alors, c'est extrêmement d'importance. Quand on fait de l'ensilage, maintenant, on a de plus en plus de chantiers comme ceux-là. Alors, on a besoin d'avoir un chantier équilibré à deux égards. Gérer la matière sèche, gérer le compactage de la masse ensilée. Ça veut dire, puis gérer
le chantier, ça veut dire, à partir du moment où on fauche, d'avoir une planification, combien d'heures qu'on fauche, est-ce qu'on va faner ou pas? Personnellement, je pense qu'on ne devrait pas faner. D'avoir un équilibre pour toujours avoir de l'ensilage qui joue dans le 30, 32, 35 % de matière sèche dans les graminées, peut-être 33, 34 jusqu'à 38, 40 dans les légumineuses. Puis pour ça, il faut vraiment avoir un chantier qui est très équilibré. J'aurais voulu mentionner aussi sur la diapo précédente que c'est un chantier qui est très... dont la logistique est au quart de tour. Je vous parle par expérience que si on se met dans les jambes de ce chantier-là, les gars, ils ne regardent pas ce qu'ils vont. Ils sont sur le radar tout le temps. Fait qu'il faut se tasser, puis je parle par expérience. Ici, la densité, qu'est-ce qu'une bonne densité d'ensilage? Bien, depuis quelques années, on réfère plutôt à la porosité. C'est-à-dire, on veut avoir un ensilage où la porosité est inférieure à 0,4, c'est-à-dire qu'il y a moins de 40 % d'espace vide dans l'ensilage, dans la masse. Ça correspond à 700 kg par mètre cube de fourrage tel que servi. Ce qui veut dire que si on a 35 % de matière sèche, ce n'est pas la même quantité de matière sèche par pied cube que si on a 45 % de matière sèche. Alors, cette règle-là est beaucoup plus appropriée que la règle qu'on utilise souvent de 14,7 livres de matière sèche par pied cube. Je vais indiquer ici que ce qui est assez reconnu ou connu, c'est qu'on va suggérer d'avoir au moins 0,7 tonnes de poids de tracteur à l'heure par tonne de matière sèche, jusqu'à 1 tonne. Autrement dit, si on rentre 30 tonnes de matière sèche à l'heure, on devrait avoir un tracteur qui pèse 30 tonnes, au moins 21 tonnes, jusqu'à 30 tonnes qui foule l'ensilage. Dans le cas des silos tours, si on regarde le silo de gauche où on a un déflecteur, une main comme on appelle, souvent l'ensilage va être projeté beaucoup, soit sur un bord ou sur l'autre. On devrait éviter d'avoir des avalanches dans le silo. Ça crée de l'enchevêtrement, des zones de faible compaction. Renard, ici, c'est un terme qui m'est venu jadis de Philippe Savoie, quand il faisait une présentation. Quand on a des espaces où l'air a des chemins préférentiels, Philippe appelait ça des renards, fait que j'ai pris cette appellation-là. Alors, il ne faudrait pas que l'ensilage, qu'il y ait d'éboulement dans le silo. Quand on ensile, l'ensilage devrait rester où il est. Au centre, un placeur avec un circulaire. On en voit qui ont en plus des projecteurs qui projettent l'ensilage contre le mur. Personnellement, je pense que c'est une erreur de faire ça. On ne devrait pas créer un cône inversé si important. L'ensilage va se décoller du mur, puis également, il va y avoir de la ségrégation de particules qui vont rouler vers le centre. Les plus grossières vont rouler vers le centre. On va avoir un centre qui est moins dense. Je pense qu'on ne devrait pas projeter l'ensilage contre les parois. C'est déjà en masse de le circuler. Projeter au centre, je vous laisse y réfléchir, c'est pas c'est pas courant. Je pense que ça peut être une option à envisager. Chose certaine, l'ensilage devrait rester où à tombe. Il ne devrait pas avoir d'avalanche dans le silo ou Ici, là, atmosphère contrôlée, je vais en glisser un mot. Ici, on voit un travail qui a été fait par Geoffrier où la variation de pression et la variation de température dans le gaz, dans l'espace libre du silo, est relativement peu importante. 12 degrés C, la pression du gaz varie de 4 % du jour à la nuit. Alors, c'est pas pire. Ce qui est plus difficile à gérer probablement avec ces silos-là, c'est le videur en bas où on a un espace libre qui est considérable, où on a beaucoup d'infiltration d'air. Il n'y a pas vraiment de miracle à le gérer, mais il faut faire du mieux qu'on peut. C'est probablement un de ses points faibles. Si on regarde les silos en acier, ces silos-là vont capter beaucoup plus la température ou le rayonnement. Alors, la variation de température est de 35 degrés C dans les journées d'été, évidemment. Alors, les variations de pression, si le silo, disons, est au tiers rempli ou 2 tiers vide, donc beaucoup d'espace d'air, bien, il va y avoir énormément de variations de volume, mais les poumons ne sont pas capables de prendre ça. Alors, il va y avoir de la perte de gaz par la valve, puis il va y avoir de l'air frais qui va rentrer. Peut-être qu'une des solutions, c'est une des façons de gérer, c'est de remplir le silo en première coupe bien rempli. Il est certain qu'il y a moins d'espace d'air à ce moment-là, moins d'espace de gaz, alors moins de variation de volume.
que les poumons pourront gérer. Puis c'est l'été, évidemment, que ce problème-là est le plus crucial. Également, la masse de l'ensilage est plus difficile à réchauffer que juste le gaz. Je ne voudrais pas dire de l'air, parce que ce n'est pas de l'air qu'il y a dans le silo. Silo meule, ça a l'air ancien, mais encore des producteurs, puis d'importants producteurs qui font des meules, puis qui réussissent très bien, puis c'est les mêmes règles qui prévalent, une bonne densité, une bonne compaction, puis une bonne étanchéité. Dans le cas des silos en tube, ou les silos presse, je pense que c'est bien vraiment l'étirement du sac, le freinage de la machine qui est important de bien calibrer pour avoir l'étirement qui est suggéré par le fabricant pour le sac. Une question qu'on a souvent, c'est lorsque le sac gonfle, après qu'on l'a fermé, certains, de façon machinale, vont le percer. On nous demande, faut-il le percer ou pas? Moi, ma réponse, c'est non. On devrait laisser le gaz qui est là. Ça ne dure pas longtemps, ce phénomène-là. C'est les entérobactéries qui produisent du gaz carbonique, puis ça ne durera pas longtemps si la fermentation est bonne. Il faut certainement quand même s'assurer de vérifier qu'on ne dépasse pas la capacité de rappel du plastique. Si on voit que le plastique est rendu à son maximum d'étirement puis qu'il peut commencer à se lézarder, ben oui, on devrait laisser sortir un peu de pression à ce moment-là. Pour finir avec la densité, ben, je vous laisse apprécier si cette balle-là était suffisamment bien pressée ou pressée assez dense au moment du pressage. Quand le plastique d'enrobage l'a rapetissé de 6 pouces en entrepôt, puis que la corde a un jeu comme ça de 35 cm, je pense qu'elle aurait pu être pressée un peu plus dur au moment du pressage. On aurait fait moins de balles, plus denses, que ce serait mieux conservé. Maintenant, parler un peu de l'étanchéité. Parler des différentes bâches qu'on utilise. Les bâches en polyéthylène, c'est des produits qu'on connaît bien, des 6-8 milliem, des bâches qui sont assez rigides, évidemment, avec leur épaisseur, et puis qui ne sont pas très souples. La perméabilité à l'oxygène est étonnamment assez élevée des bâches en polyéthylène. Alors que les bâches barrières d'oxygène, qui sont une combinaison de polyamide et de polyéthylène, ont une porosité à l'oxygène, au CO2, qui est au moins 20 fois supérieure. Alors, la bâche est fine, c'est-à-dire qu'elle est souple, alors elle va adhérer vraiment à l'ensilage. C'est l'avantage de mettre une bâche qui va être la bâche de barrière d'oxygène et ensuite mettre la bâche conventionnelle sur le dessus. La bâche barrière d'oxygène va vraiment adhérer à l'ensilage. Et puis, les bâches combinées, maintenant, on en voit pour la peine, c'est-à-dire les deux sont collés ensemble. L'inconvénient, c'est certainement qu'il y a avantage à ce que les deux soient indépendantes. À ce moment-là, s'ils sont combinés, bien, elle ne viendra pas se coller aussi bien contre l'ensilage, faire comme un vacuum. Alors, maintenant, au niveau de l'installation, c'est sûr que c'est plus facile. Je voudrais simplement faire remarquer ici que ces bâches-là sont destinées à empêcher l'oxygène ou le CO2 de passer au travers, pas à côté. Si on n'a pas bien fixé, bien arrimé le polythène sur les parois, comme on voit ici avec les quelques, ce qu'on appelle des gravel bags, qui sont très efficaces pour venir faire un scellage le long de la paroi. Si l'air passe à côté, la bâche, elle va être d'aucune utilité. On a bien documenté la valeur ou l'efficacité des bâches barrières d'oxygène. Ici, un travail fait par Wolfsenberger. Sans polythène, évidemment, sans surprise, on perd pour 9 000 $, on a mis une valeur à l'ensilage de luzerne ici, alors que si on met la bâche, on perd pour 3 000 ou 4 000 $, un peu plus de 3 500 de valeur ou de matière sèche. Alors qu'avec la bâche barrière d'oxygène, ben, on va enlever 2 000 $ de perte. Alors, on peut vraiment payer la bâche de barrière d'oxygène très rapidement. C'est sans compter la valeur alimentaire qui va être moins bonne pour la partie supérieure également. Alors, les bâches barrières d'oxygène sont certainement un nouveau produit qui est très pertinent à utiliser. Les bâches le long des murs, beaucoup qui ne veulent pas le faire parce qu'ils trouvent que c'est difficile, ils ne réussissent pas, ça se déchire. Mais il y en a qui réussissent, il y en a quand même plusieurs qui réussissent, puis c'est faisable, puis c'est très efficace. Je pense que ça vaut la peine de se tirer un plan puis de trouver le moyen de le faire. C'est vraiment très efficace de mettre des bâches le long des murs.
Pour les balles rondes enrobées, on devrait avoir des balles qui sont cylindriques comme celle du haut, bien dense. Celle du bas, c'est pas exagéré, mais on a un peu la forme ballon de football qui est pas une bonne forme pour l'enrober. Les balles sont un peu moins denses, forcément. Puis ça nous donne un boudin qui est comme celui qu'on voit, avec du lousse un peu partout dans le plastique. C'est sûr qu'on va avoir des moisissures un peu partout. Prendre des balles qui sont fermes et très cylindriques pour que ce soit les balles rondes, bien sûr, les balles carrées, des balles qui sont bien compactées, comme on voyait tantôt. Les films étirables sont également composés de polyéthylène à faible densité, c'est l'acronyme anglais ici, ou polyéthylène à faible densité linéaire. Il y a évidemment plusieurs manufacturiers, plusieurs marques. Il y en a des meilleurs, certainement, à savoir des meilleurs, qui se comportent mieux quand il fait chaud, d'autres se comportent mieux quand il fait un peu moins chaud. Certains ont certainement des perméabilités à l'oxygène ou au gaz carbonique qui sont différents. Mais on n'a pas accès à ces données-là, c'est un peu malheureux, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des différences. L'étirement, la résistance mécanique, le comportement de température sont toutes des choses qu'il faut bien s'assurer que le film correspond à nos besoins. Alors, c'est sûr que des films 5 couches avec différents additifs peuvent probablement avoir des meilleures propriétés que d'autres. Mais c'est au fournisseur à vous donner cette information-là et votre expérience, bien sûr. La perméabilité à la diffusion de l'oxygène, c'est un élément, évidemment, qui est assez important. C'est un monsieur, là. Quand on a une situation de même, avant de mettre le plastique puis son fournisseur au banc des accusés, il faut peut-être regarder d'autres aspects aussi. La densité de la balle, la contamination, le taux de matière sèche, combien de temps que c'est enrobé, combien de couches qu'on a mis. Alors, c'est pas toujours la bonne chose à faire de trouver le coupable tout de suite au coin de la rue. L'empilement, un manufacturier, entre autres, suggère dans son manuel d'emploi Trioplast, suggère d'empiler les balles carrées, ce qu'il appelle le côté cintré ou le côté concave, c'est-à-dire, autrement dit, on voit les cordes quand on empile les balles carrées. Les cordes sont sur le flanc. Alors que pour les balles cylindriques, les balles rondes, la recommandation, c'est des entreposées sur les extrémités, sur les bouts, comme on voit ici. On voit que c'est des balles qui sont bien formées, qui sont cylindriques. Dans le cas des balles carrées aussi, c'est plus difficile à apprécier un peu. On parlait de stabilité aérobie au début. La définition de la stabilité aérobie, c'est lorsque la température de l'ensilage qu'on destille va augmenter de 2 degrés C par rapport à la température ambiante. Alors, on voit ici qu'un ensilage stable a pris beaucoup plus de temps à augmenter de température, donc de chauffer, qu'un ensilage qui est moins stable. L'expérience qui est difficile, je voulais vous partager cet élément-là. Le maïs ensilage est beaucoup moins stable, on le sait. Alors, on le voit ici on a mesuré, on a quantifié les levures après une journée, 2 jours, 3 jours dans le maïs ensilage et également dans la luzerne, dans un ensilage de luzerne. Les levures sont les premiers micro-organismes qui interviennent dans la détérioration aérobie des ensilages. Alors, l'augmentation de la population de levures est un très bon indice de l'augmentation de la diminution de la stabilité aérobie. Alors, on a fait mélanger les deux un pour un, et puis on a vu que les composés qu'il y avait dans la luzerne ont permis d'améliorer la stabilité aérobie du maïs ensilage. Alors, c'est un fait connu, puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier, que la luzerne, une fois stable, est très stable par rapport à d'autres récoltes, et à des composés qui assurent la stabilité aérobie. Évidemment, à condition qu'elle ait été bien fermentée au départ. Les additifs d'ensilage, pour terminer. Les inoculants de 2 types, les enzymes et les acides organiques. Les inoculants, d'abord, ce sont des souches sélectionnées d'occurrence naturelle. On a des fois des doutes, est-ce que c'est des bactéries qui ont été manipulées? Non, c'est toutes des souches d'occurrence naturelle. Chaque manufacturier a ses projets de recherche, a ses programmes de sélection en fonction d'un certain nombre de critères.
Je dirais que l'osmotolérance, la résistance au pH acide, c'est des critères qui sont certainement généraux pour tous les sélectionneurs, pour toutes les compagnies. L'osmotolérance, ça veut dire que des bactéries qui sont en mesure de bien se développer dans des matières sèches élevées. C'est ce que ça veut dire. Résistance au pH acide, on veut que le pH baisse assez bas pour avoir de la stabilité. Certains de ces inoculants-là vont amener des propriétés de stabilité aérobie. Puis actuellement, il y a un champ de recherche sur des souches qui peuvent avoir un effet sur la digestibilité de la fibre. Alors, c'est quelques critères parmi bien d'autres. Alors, un ensilage de luzerne traité et non traité avec un inoculant homofermentaire. Homofermentaire, on va le voir un petit peu dans le prochain graphique. Bien, le pH baisse en 7 jours, alors que, puis atteint son pH de stabilité en 7 jours, alors que l'ensilage non traité ne descend pas beaucoup moins acide et prend beaucoup plus de temps à l'atteindre. Alors, certainement, un des avantages de traiter d'avoir un pH qui baisse rapidement, il y en a plusieurs, mais c'est de contrôler les entérobactéries. Les entérobactéries qui sont très nombreuses au moment de l'ensilement. On l'a vu tantôt, transforment les protéines en ammoniac, produisent du gaz carbonique, de l'éthanol, des produits de fermentation qui sont soit nuisibles ou pas utiles. Alors, le plus vite on va se débarrasser des entérobactéries, le mieux ça va être. On voit ici que inoculé ou pas inoculé, la baisse du compte d'entérobactéries se fait très rapidement après le jour 4. Vous avez remarqué que c'est un graphique que j'ai mis comme ça, mais c'est un graphique papier-log. Là. Alors, en réalité, l'écart devrait être 10 fois plus grand que ça, que ce qu'on voit là. On n'aurait plus rien vu, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, on ne l'aurait pas revu. Les deux types d'inoculants qu'on trouve sur le marché homofermentaires, c'est-à-dire qui fabriquent seulement de l'acide lactique. La plupart des produits, jusqu'au début des années 2000, tous les produits étaient des homofermentaires. Transforment un sucre en 6 carbone en deux acides lactiques qui ont 3 carbones. Il n'y a pas de perte en cours de route. Alors que les hétérolactiques vont transformer les sucres en un acide acétique, un acide lactique, un gaz carbonique, ou encore vont éventuellement également, ça peut être l'éthanol, le deuxième produit de fermentation, ou encore, dans une séquence de fermentation, on va avoir de l'acide lactique qui va être utilisé par les bactéries par lactobacillus butyriés, pour être transformé en acide lactique. C'est ce qui explique que la stabilité aérobie est acquise après, dans la littérature, on parle de 50 jours qui est acquise après l'ensilement. Ce n'est pas automatique, ça. Il y a récemment, on voit arriver des produits sur le marché qui ont paraît-il, une action qui est plus rapide. Alors, ça sera à voir, mais c'est assez récent, ça sera à voir avec le temps. Brigitte, tu peux m'aider ici peut-être avec le pointeur. Quand on utilise les inoculants combinés, bien, on voit à gauche, c'est le témoin. En ocre, c'est le Buchneri seul, alors que l'homofermentaire en vert, puis le jaune pour le combiné. Combiné, c'est-à-dire qu'on a maintenant sur le marché, la plupart des produits sont une combinaison d'homofermentaire et d'hétérofermentaire. On ne voit plus beaucoup de Buchneri seul. Alors, quand on a un Buchneri, il est généralement accompagné d'un homofermentaire. Puis on voit l'avantage ici, le pH, si on met juste du Buchneri, il est trop haut. Il ne baisse pas assez. Si on met, par contre, si on met le combiné, la ligne jaune ou la verte à côté de l'homofermentaire, on voit qu'il est aussi efficace que l'homofermentaire à cet égard-là. À l'égard du ratio lactique-acétique, là aussi, le Buchneri seul, souvent, va avoir une réaction lactique-acétique qui est défavorable. Ce qu'on voudrait avoir, c'est un ensilage qui a au moins 3 fois plus de lactique que d'autres acides de fermentation. Alors ici, on voit quand on utilise le combiné, là encore, dans cette expérience-là, on a amélioré énormément cette situation-là. Alors que la perte de matière sèche, qui est toujours plus grande avec un hétérofermentaire, parce que vous avez vu le gaz carbonique qu'on perd tantôt, ben, c'est de la perte de matière sèche. Ben, on l'a quand même par rapport à... On ne rejoint pas l'homofermentaire, mais on va quand même avoir une meilleure, un bien meilleur score au niveau de la perte de matière sèche à ce niveau-là. Alors, certainement que les produits à l'avenir vont probablement à peu près exclusivement être des produits combinés, bien que dans certains cas, un Buchneri seul peut être pertinent.
Les enzymes ajoutées, il y a très peu d'enzymes seuls qui sont commercialisés pour les ensilages. Quand on les combine avec des inoculants microbiens, on a à l'occasion des effets positifs, mais il faut qu'ils soient en combinaison avec un inoculant microbien. L'enzyme férulate estérase qui est produite par Buckneri, il y a certains produits sur le marché, puis il y a un champ de recherche intense de ce côté-là qui produisent une enzyme cette enzyme-là brise des liens de la fibre. Certaines souches seulement vont le faire. Les résultats que Kung a fait une bonne revue de littérature sur ces souches particulières, puis les effets sont très mitigés, pas toujours évidents. Par contre, Lynn, Agriculture Canada en Alberta, a trouvé un effet positif dans l'orge ensilée, alors que dans la luzerne, Lynch, qui est un de ses collègues également en Alberta, dans la luzerne, n'a vraiment pas trouvé d'effet positif sur la digestibilité, puis le pH, c'est significativement moins également, ce qui n'est pas une bien bonne idée pour la luzerne. Les acides organiques, les formulations à base d'acide propionique, cet essai-là qui a été fait par André Amiotte encore à Deschambault il y a quelques années. On a comparé un ensilage de luzerne non traité à traité avec 5 litres par tonne d'acide propionique, où on avait un prélèvement immédiatement après la mise en silo. Un prélèvement, c'était des silos bags de 4 pieds, des silos expérimentaux. Et puis, un prélèvement de 10 cm par jour, immédiatement après la mise en silo. Et puis, l'écart de température est de 15 à 20 degrés C entre le traité et le non traité. Alors, dans la portion de l'ensilage où l'air est susceptible de s'infiltrer ou n'est pas exclu, il est certain que l'acide propionique est l'ingrédient ou la molécule de choix. L'acide propionique, en passant, est également un ingrédient qui est bien utilisé par l'animal. C'est une source d'énergie pour le ruminant, pour le monogastrique également d'ailleurs. Alors, quel additif choisir? Dans la luzerne, on devrait toujours choisir un inoculant homolactique. C'est un ensilage qui est stable, une fois fermenté. On n'a pas de raison d'aller chercher davantage de perte de matière sèche ou davantage d'acide acétique. Dans les graminées, si on est plus humide, on devrait travailler avec des homolactiques également, alors que si on a un taux de matière sèche un peu plus élevé, les hétérolactiques ou encore une faible dose d'acide propionique est un choix. Dans la partie supérieure du silo, où lorsque la matière sèche est très élevée, on va suggérer l'acide propionique parce qu'à 65 de matière sèche, il n'y a plus de fermentation dans les fourrages. Il ne se produit pas d'acide lactique à toute fin pratique. Les bactéries d'acide lactique n'ont pas assez d'eau pour se développer. Alors, pour faire un bon ensilage en 2016, c'est assurer un court laps de temps entre la fauche et la mise en silo. Gérer la teneur en matière sèche, c'est extrêmement important pour avoir du succès dans les ensilages. Éviter la contamination de la terre ou des résidus de récolte. Assurer une densité, un scellage optimum. Planifier un chantier équilibré. Peut-être pas hésiter à faire appel au forfait quand on est tout seul sur la ferme puis qu'on a 3-4 besognes à faire en même temps puis qu'on ensile 8 voyages par jour, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire de l'ensilage. Et utiliser le bon additif au bon endroit. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site Plantes fourragères? Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment AgriRéseau a évolué et pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.